Ça y est, c'est reparti. Je suis pas sûre C'est que. reparti. Je suis Donc, pas sûre. Je sais pas quand ça a coupé. Bon, bah, je recommence alors parce que On a eu un petit problème technique. Ah, bon. Donc, le micro était coupé, me dit-on, et donc je recommence pour vous expliquer que nous allons donc vous informer de la démarche euh, de la révision générale du PLU, du plan local d'urbanisme, qui est en gros comment dirais-je, la réflexion sur les 10 prochaines années de l'aménagement du territoire de notre commune, de notre métropole. Et également, nous allons bien sûr évoquer avec vous les grands enjeux, les grands défis de notre métropole lilloise pour faire face aux évolutions sociétales, aux grands enjeux du climat, aux enjeux du déplacement, de l'économie, de l'habitat, un certain nombre de sujets que nous allons évoquer dans cette soirée, dans cette heure et demie. Sachez que la totalité de notre intervention et des interventions que nous aurons seront enregistrées pendant cette heure et demie. Et que vous pourrez également, à l'issue de cette présentation, continuer à nous faire parvenir vos réflexions, vos interrogations, vos propositions sur un lien qui vous sera présenté à la fin de ce diaporama. Vous allez voir que nous serons plusieurs à intervenir. Il y aura une intervention de ma part, puis après des interventions plus techniques qui vous présenteront la procédure du projet du plan local de l'urbanisme. D'abord, une petite intervention sur le contexte. D'abord, le PLU, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord la traduction du projet de territoire. C'est un projet de territoire partagé. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on est en train de le partager avec vous, mais on le partage avec de nombreux partenaires, des partenaires qu'on appelle des personnes publiques associées, que ce soit la région, le département, l'État, les organismes consulaires, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, les chambres des métiers, puis un certain nombre d'autres partenaires, notamment les communes, les 95 communes de la métropole lilloise, mais également on en profite pour interroger, discuter avec un certain nombre de grands acteurs locaux. Ça peut être les bailleurs sociaux, ça peut être les grandes surfaces, ça peut être les universités, voilà, enfin, un certain nombre de gens qui sont contactés et pour lesquels nous demandons également leur avis, leurs propositions et puis aussi leurs ambitions parce que, évidemment, elles ont un impact sur la vie de tous les jours et il est important qu'on prenne en compte. Alors, ce PLU est constitué d'un certain nombre de documents, il sera constitué d'un certain nombre de documents, un rapport de présentation, où en est le territoire aujourd'hui, un projet d'aménagement et de développement durable, qui est d'ailleurs en discussion également dans chacune de nos communes, des 95 communes de la métropole lilloise. Quel projet pour les 10 ans à venir? Comment on le voit à l'échelle de la métropole? Comment on le voit à l'échelle de la commune? Et puis également une carte, c'est souvent celle qui est bien connue. Le zonage et le règlement, c'est une carte qui permet de connaître les règles de constructibilité à venir. Souvent, c'est ce que le grand public connaît le mieux. Et puis également des orientations d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle les OAP, pour des grands projets, des projets majeurs, des gros projets à l'intérieur de la métropole lilloise qui fixent un certain nombre d'orientations que l'aménageur devra respecter. Alors, on ne part pas de rien et on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. D'abord, le PLU vient bien sûr prendre en compte les grandes politiques publiques qui sont menées par la métropole lilloise. Elles sont actuellement en cours de discussion ou bien ont été votées récemment. C'est le PLH, le programme local de habitat. En gros, quel habitat voulons-nous demain sur la métropole lilloise en termes de logements sociaux, en termes de logements en accession, en termes de typologie, de taille, de type de logement. Également, le PCAET, celui-là a déjà été voté, c'est le plan climat, air, énergie territorial, qui vient travailler sur l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la transition écologique et la transition énergétique. Le plan de mobilité, le PDM, plan de mobilité, qui vient parler de l'ensemble
des moyens de mobilité sur la métropole lilloise. Bien sûr, la voiture, c'est aussi le transport en commun, c'est le transport doux, hein, le vélo, ce genre de transport, et qui est actuellement également en discussion à la métropole lilloise et qui sera normalement adopté au mois de juin prochain. Vous avez le SDIT, le schéma de développement des infrastructures de transport. Là, ça concerne le transport lourd. Vous avez peut-être vu ça dans la presse récemment. Ce sont les trams, les trams, les nouvelles lignes de tram, et également les lignes, ce qu'on appelle à haut niveau de service, c'est-à-dire les voies dédiées aux bus, mais qui ne sont uniquement, enfin ce qu'on appelle en site propre, c'est-à-dire qu'ils ne servent qu'aux autobus. Et puis vous avez le plan stratégique de transformation économique, c'est également en discussion, en réflexion, comment la métropole va, son développement économique, comment elle prend en compte l'évolution de l'économie locale, comment elle prend en compte les évolutions qui se sont passées à cause de la situation sanitaire, par exemple, le télétravail, enfin, ces sujets-là font partie de ça. Alors ça, c'est ce qui concerne la métropole lilloise, mais la métropole lilloise est bien sûr intégrée dans un autre cadre, dans le cadre supraterritorial. C'est tout ce qui concerne le SDAGE et le SAGE. Donc ce sont les schémas d'aménagement de gestion des eaux, alors départemental ou local. Et donc, bien évidemment, il faut prendre en compte ces éléments. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui en gros donne les grandes orientations à 20 ans non seulement de la métropole lilloise, mais de l'arrondissement de Lille, donc c'est plus large que la métropole lilloise. Et puis de l'autre côté, le cadre régional, la région qui, par la loi, a un certain nombre d'orientations et un certain nombre de compétences, notamment le SRADEC, le schéma régional d'aménagement du territoire, comment on aménage le territoire au niveau régional, et bien évidemment, on doit s'y conformer, et le schéma régional des cohérences écologiques, également, on doit s'y conformer. Et tout ça, bien sûr, avec, j'allais dire, un chapeau au-dessus de tout cela, qui est le cadre législatif et réglementaire, qui vient fixer un certain nombre de règles, un certain nombre éventuellement de contraintes, mais également d'enjeux et d'orientations que nous devons bien sûr prendre en compte. Alors aujourd'hui, la métropole lilloise est un peu particulière puisque la métropole lilloise comporte 95 communes. 85 communes ont un seul PLU, un PLU, ce qu'on appelle le PLU2, un PLU intercommunal. Et puis nous avons 10 communes, 2 fois 5 communes en fait, qui sont des intercommunalités qui nous ont rejoints après que le PLU2 ait été adopté, et donc qui ont chacune leur PLU. Et donc le premier enjeu de cette révision du PLU, c'est bien sûr de créer un seul plan local d'urbanisme pour l'ensemble des 95 communes, de façon à ce qu'on ait un schéma cohérent et une réflexion partagée avec les 95 communes sur l'aménagement de notre métropole lilloise. Quel est le calendrier ? Le calendrier, eh bien, il est devant vous. Le 18 décembre dernier, nous avons lancé cette révision du PLU. En 2021, donc pendant cette année, nous sommes en train de débattre sur le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, comment on voit les choses. Et donc, on a eu un débat à la métropole lilloise. Il y a des débats maintenant qui se passent dans les communes. Et donc, nous réfléchissons tous ensemble, voir la manière dont on veut, comment dirais-je, voir transformer notre métropole lilloise, comment on prend en compte ces grands enjeux, ces grands défis dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on verra bien sûr en détail juste après. Et bien sûr que ça passe bien sûr par une collaboration bien sûr avec les communes, hein, c'est évident, mais également avec la participation et la concertation citoyenne. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons mené cette réunion. C'est la deuxième. On en a fait une de manière physique, hein, en présentiel, à la métropole lilloise, au siège, il y a quelques temps. Et puis, il y a bien sûr la collaboration avec les personnes publiques associées, je vous en parlais tout à l'heure, toutes celles dont je vous ai parlé, la région, le département, l'État, les chambres consulaires, etc. Au 4e trimestre de l'année 2022, nous allons donc arrêter le projet. Donc, une fois qu'on aura débattu avec tout le monde, qu'on aura bâti ensemble un projet, nous allons l'arrêter. Et après, on viendra dans une consultation administrative et des enquêtes publiques, c'est-à-dire la balle est dans le camp, j'allais dire, du juridique, hein, et donc c'est transmis
aux partenaires, c'est transmis à la population par le biais d'enquêtes publiques, dans lequel vous pourrez bien sûr donner vos avis. Les grands donneurs d'ordre publics donneront également leur avis sur ce sujet, pour une approbation que nous souhaitons de ce PLU à la fin du 4e trimestre 2023, de façon à ce qu'il puisse entrer en vigueur début 2024. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'avoir 3 ans de discussion, de réflexion, de prise en compte des avis des uns et des autres, de façon à pouvoir lancer ce nouveau PLU qui sera donc efficace, si je puis dire, et mis en œuvre sur l'ensemble de nos 95 communes à partir du premier trimestre 2024. Je vais tout de suite passer la parole à Sébastien qui va vous présenter une partie un peu plus technique de la concertation. Merci M. Vercamer. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Sébastien Fournier, donc, chef du service planification à la métropole européenne de Lille. Voilà, quelques éléments sur un point important de cette révision du PLU, c'est la concertation et la communication. Donc c'est pour ça qu'on est réunis ce soir notamment. Monsieur Vercamer vient de vous expliquer effectivement qu'un PLU, c'était avant tout un projet de territoire. Et donc un projet de territoire, ça se fait évidemment avec les habitants et l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, il est important d'organiser des temps de rencontre. Alors, à la fois des temps pour s'informer, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cette révision, quels en sont les objectifs. C'est une partie de l'information qu'on vous communique ce soir, mais effectivement, cette réunion n'est pas le seul lieu d'information. Vous pouvez aussi, mais je pense que si vous êtes là ce soir, vous avez probablement été voir le site internet de l'AMEL, donc, où on a un site internet dédié au PLU qui s'appelle plu.lillemetropole.fr. Donc, qui est vraiment, on va dire, l'élément central du système de concertation et de communication sur cette révision générale du PLU, puisque vous allez y trouver donc, soit des informations sur les PLU qui sont déjà en vigueur, soit aussi toutes les informations pour comprendre et pour vous exprimer sur cette révision du PLU. Il y a également une exposition pédagogique qui sera disponible dans plusieurs lieux de la métropole d'ici la fin de l'année 2021. Et puis, vous pouvez suivre aussi dans les différents médias locaux de la métropole des articles qui vous tiendront informés des moments des grands moments de la concertation, puisqu'il y a la réunion publique de ce soir. On en a eu d'autres, on en a eu une autre déjà qui est passée, puis il y en a d'autres qui viendront, ainsi que des ateliers. Qui seront organisés en décembre et puis sur le début de l'année de 2021. Donc tout le programme de ces temps d'échange seront précisés. J'en profite pour donner une petite information pratique aussi, parce que j'ai vu des mains qui commençaient à se lever. Vous pouvez aussi en profiter pour poser vos questions dans le chat. Donc vous avez un petit bouton en bas à droite de l'écran qui s'appelle chat. Et donc voilà, vous pouvez poser vos questions à ce moment-là et on reprendra à la fin de la présentation l'ensemble des questions et on prendra le temps d'y répondre tous ensemble. Je parlais aussi donc des moyens d'expression sur la révision. Il est aussi possible, au-delà du chat de ce soir et des questions que vous pourrez poser, de vous exprimer via un registre numérique donc, qui est disponible via toujours le site plu.lillemetropole, donc qui vous permet de poser un certain nombre de questions, donc soit sur les grandes thématiques du PLU, soit sur des projets, soit simplement sur une commune, voilà, une question que vous avez en lien avec l'urbanisme. Voilà. Vous pouvez les porter à la concertation et donc elles seront prises en considération dans l'élaboration du projet. Voilà. L'expression peut aussi se faire par courrier si vous le souhaitez. Voilà, et puis ensuite, donc 8 réunions publiques, c'est rappelé ici, et 4 ateliers thématiques. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé, donc c'est des informations qui vont venir. Voilà, je vous invite à suivre le site internet pour avoir les dates qui vont se préciser. Donc la prochaine réunion publique est mardi prochain, le 7 novembre à Beauvais. Voilà, mais qui sera sensiblement la même présentation que ce soir. On passe à la... Alors, quelques éléments sur les enjeux de la révision du PLU, et donc notamment sur le fait que cette révision du PLU, on ne fait pas table rase de ce qui a été fait. On a un PLU2, M. Vercamer l'a rappelé,
qui est adopté depuis 2019. Donc c'est récent, hein. Je rappelle qu'un document d'urbanisme, ça projette les choses à un horizon de 10 ans, hein. Il n'y a pas de date de péremption, mais il y a quand même une projection qui est de l'ordre de 10 ans. Mais voilà, depuis 10 ans, depuis 2 ans, depuis 2019, il s'est passé pas mal de choses. On y reviendra un petit peu plus tout à l'heure. Mais le message qui est important à faire passer ce soir, c'est qu'on ne repart pas de zéro. On va bien venir renforcer, continuer le PLU2. Et donc, il nous semblait important déjà de vous rappeler un petit peu quels étaient les enjeux de ce PLU2 qui vont être confirmés dans le cadre du PLU3. Et ensuite, M. Vercamer réexpliquera un petit peu plus les enjeux spécifiques du PLU3 et du pourquoi est-ce qu'on a fait cette révision au bout de 2 ans d'existence du PLU2. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le document central, on va dire, du PLU, c'est le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Donc, ce PADD, pour faire simple, c'est, on va dire, le projet politique de développement de la métropole pour les 10 ans à venir. Voilà. Quelles sont les grandes orientations, les grandes ambitions que la métropole se fixe en matière de développement de son territoire. Donc on a quatre grands axes stratégiques qui sont contenus dans ce PADD, qui seront les mêmes axes stratégiques dans le PADD du PLU3. Un premier axe autour de la question de l'attractivité et du rayonnement de la métropole européenne de Lille. Voilà, comme son nom l'indique, on est une métropole, on a une dimension européenne, on est la 4e métropole de France, donc on a un rôle particulier au-delà des frontières de la MEL, on a un rôle particulier au niveau national, voire international, avec notamment les frontières avec la Belgique. Donc, là-dedans, on va retrouver pas mal d'orientations sur ce qui fait qu'on est une métropole. Donc les grands équipements métropolitains qui font que quand il y a une manifestation sportive ou culturelle, on en parle pas simplement dans la métropole, mais on entend parler aussi au niveau national. Toutes ces questions-là, donc tout ce qui fait l'organisation du territoire pour arriver à mettre en œuvre ces types d'équipements, on va retrouver ce genre de questions dans cet axe autour de l'attractivité du rayonnement. Je passe assez vite sur ces éléments, mais vous pouvez les retrouver sur le site internet du PLU de façon plus détaillée. Voilà. C'est assez simple à comprendre. Hein. C'est vraiment des grandes orientations politiques et qui sont déclinées après en action. Un deuxième élément qui est sur la stratégie exemplaire et innovante sur le plan environnemental de notre métropole. Donc là, c'est effectivement toute la question de comment est-ce qu'on continue à faire vivre, à répondre aux besoins des métropolitains dans un contexte effectivement de changement climatique et de transition énergétique. Donc ça pose tout un tas de sujets aussi. On reviendra sur certains d'entre eux tout à l'heure. Troisième axe, c'est l'axe qu'on a appelé une métropole facilitatrice pour bien vivre au quotidien. Donc là, on va simplement changer l'échelle et se mettre dans la peau finalement d'un habitant ou d'un usager du territoire, hein, quelqu'un qui vient travailler ou un touriste, et se dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de trouver au quotidien pour bien vivre, donc en termes d'équipement, en termes de commerce, en termes d'emploi. Voilà. Toutes ces questions-là, d'espace public, toutes ces questions-là, on va retrouver des orientations dans cette partie-là. Et la dernière partie, c'est l'aménagement du territoire performant et solidaire. Donc là, c'est les grandes stratégies, enfin les grands principes plutôt, d'aménagement du territoire, les équilibres entre ville et campagne, par exemple la préservation aussi de certains espaces. Donc on est plus là sur des grands équilibres et les grands principes aussi de développement. Quel secteur on va venir préserver, quel secteur on va pouvoir développer parce qu'il y a des transports en commun, parce qu'il y a une histoire particulière. Voilà, je pense par exemple tout ce qui est le long du boulevard de Tournai, il y a le développement du Grand Stade, il y a un développement particulier qui se fait. Voilà. Donc on va retrouver des orientations de ce type-là dans cette partie-là. Donc ces 4 axes, on les conserve dans le PLU2 et on va les développer selon les orientations que je vais laisser développer Monsieur Vercamer. Merci Sébastien. Alors, effectivement, le PLU 2, qui a été voté en 2019, a fixé un certain nombre d'orientations. Mais, vous le savez, la vie évolue, la société évolue,
Et ces derniers temps, elle a fortement évolué, notamment, on s'est aperçu d'un certain nombre de choses suite au contexte sanitaire. Et puis, un certain nombre de politiques publiques sont en cours de réflexion ou viennent d'être votées. Et donc, il faut bien sûr que nous adaptions notre PLU à ces évolutions constatées ou à prévoir dans les années à venir. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier objectif, c'est bien sûr d'avoir un PLU unique pour les 95 communes. C'est la loi, une métropole doit avoir qu'un seul PLU sur son territoire. Et donc, puisque nous allons mettre en œuvre un seul PLU unique, on en profite pour adapter les différentes orientations de notre PLU en fonction des politiques publiques qui sont discutées actuellement sur la métropole lilloise. D'abord, bien sûr, accompagner, consolider la politique d'urbanisme commercial et accompagner l'évolution de notre économie. On sait bien qu'aujourd'hui, la crise sanitaire nous l'a démontré d'ailleurs, que le modèle économique de la grande distribution est en pleine évolution. Aujourd'hui, l'achat par Internet est en pleine évolution, et donc il y a bien évidemment à réfléchir sur cette évolution commerciale et son impact qu'il peut avoir sur le déplacement, sur bien sûr l'urbanisation et sur la vie de tous les jours. Donc c'était un des premiers points que nous devons réfléchir. Deuxième, c'est répondre aux évolutions induites par la crise sanitaire. On a bien vu que lorsque nous avons eu cette crise sanitaire, un certain nombre d'endroits, les logements, par exemple, étaient peut-être un peu trop concentrés ou peut-être avec pas assez d'espace de respiration, qui posaient des problèmes de santé autres d'ailleurs que ceux donnés par le Covid. Et donc, il faut y réfléchir. Et donc, c'est une deuxième réflexion que nous devons mettre en œuvre. La troisième, c'est l'intégration du plan climat, air, énergie territorial. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'on est en pleine réflexion de lutte contre les gaz à effet de serre. Et donc, la MEL a voté un plan climat, air, énergie territorial. Et donc, maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions d'urbanisme qu'il faut mettre en œuvre et donc les prendre en compte dans ce PLU. C'est également la préservation de la ressource en eau. C'est un enjeu très fort dans les années à venir. La ressource en eau, vous savez que la métropole lilloise produit en gros pas loin de 50% de sa ressource en eau, le reste venant un peu plus de l'extérieur. Et donc, il est bien évident qu'il faut protéger ces espaces ce qu'on appelle les champs captants, hein, ces espaces qui viennent capter l'eau pluviale, qui viennent renforcer la nappe phréatique. Et donc, il est important de préserver cet espace. Hein. Donc là, ça correspond à peu près à 40% de notre ressource en eau. Et donc, c'est tout le secteur qui se trouve, ce qu'on appelle les gardiennes de l'eau, qui se trouvent au sud-ouest, ouest et sud-ouest de la métropole lilloise. Il y a également, bien sûr, accompagner l'évolution des besoins et des orientations en matière d'habitat et de mobilité. C'est quand même un enjeu très fort, vous allez le voir après. C'est coordonner donc notre plan local d'urbanisme avec le plan local de l'habitat et avec le plan de mobilité. C'est un enjeu extrêmement important. Il suffit de voir le matin comment notre métropole est encombrée pour comprendre que c'est un enjeu très fort, le PLH et le PDM, hein, ces deux plans importants qui interviennent sur la vie de tous les jours. Et puis, bien évidemment, il reste également à accompagner l'élaboration de nouveaux projets d'aménagement. Il y a eu des élections municipales, des nouveaux maires ont été élus sur des projets qui étaient peut-être différents du maire précédent. Et donc, bien évidemment, il faut prendre en compte ces projets. Ça peut être aussi des projets métropolitains, parce que là aussi, la vie évolue, des projets ont émergé, et donc il faut aussi les reprendre en compte. Et donc tout ça, bien évidemment, ces évolutions de territoire, ces enseignements à tirer de la crise, ces orientations renforcées ou ces nouvelles politiques métropolitaines de nouveaux grands enjeux et de nouveaux grands projets, tout ça, ça doit rentrer dans la réflexion globale de notre PLU et donc du projet d'aménagement et de développement durable que nous sommes en train de réfléchir et de mettre en œuvre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Bien, ça veut dire qu'il y a
62 000 logements à construire, 62 000 logements neufs à construire pour les années à venir, avec des fragilités sociales à prendre en compte, c'est-à-dire des endroits où la mixité sociale n'existe pas ou pas assez, des endroits où malheureusement les logements ne sont pas forcément en bon état. Vous connaissez peut-être les projets de renouvellement urbain, par exemple, c'est des enjeux forts sur la métropole lilloise. Mais les 62 000 logements neufs ne sont pas là pour accueillir des nouveaux habitants, c'est simplement pour répondre à la demande, aujourd'hui à l'évolution sociétale de notre métropole, parce que aujourd'hui, il faut plus de logements pour avoir le même nombre d'habitants, parce que l'évolution sociétale fait qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, parce que malheureusement, on a aussi des demandes de logements assez importantes pour la décohabitation dans des quartiers populaires en difficulté. Et donc, ces réponses, il faut pouvoir les donner. Puis, bien sûr, il y a qu'on pourrait appeler l'évolution de notre métropole, avec l'attractivité, avec la volonté des enfants des grandes familles de trouver un logement et de s'établir également. Deuxième besoin important, c'est bien sûr les projets de transport en commun. Ça va avoir un impact fort. Bien évidemment, on ne peut pas faire d'abord, les transports en commun par eux-mêmes vont prendre de l'espace. Hein, c'est de l'espace artificialisé, puisqu'on vient mettre des lignes de transport. Mais également, il faut qu'ils desservent des secteurs. Et tout l'enjeu, c'est effectivement qu'il y ait assez d'habitants le long des transports en commun pour qu'ils soient utiles, qu'ils soient le plus utiles possible, et qu'ils interviennent ou aient un impact sur les encombrements du matin. Le troisième grand enjeu, c'est les comportements des mobilités qui évoluent. De plus en plus, l'objectif, c'est que les gens utilisent moins la voiture, on utilise plus les transports en commun, plus les transports doux, le vélo, la trottinette, pourquoi pas, la marche à pied. Et donc, c'est toute une réflexion qu'il doit y avoir, et c'est toute la réflexion du plan de mobilité. Également, des enjeux environnementaux, avec des attentes sur le cadre de vie renforcé par la crise sanitaire. Donc, les enjeux environnementaux, c'est bien sûr la lutte contre les gaz à effet de serre, contre la chaleur en ville, donc c'est les îlots de fraîcheur, c'est les espaces de nature en ville, le desserrement urbain parfois lorsqu'il est trop dense, pour aussi, je vous le disais tout à l'heure, pour éviter que lorsqu'il y a une crise sanitaire, eh bien, on ait également des problèmes de stress, des problèmes psychologiques, parce que peu d'espace de respiration. C'est des transformations de l'économie. On en parlait tout à l'heure, ça peut être le télétravail qui a un impact bien sûr sur l'immobilier de bureau, mais ça peut être aussi les achats par le biais d'Internet, hein, les achats à distance qui se développent de manière très forte, et donc il y a un impact non seulement sur le commerce de proximité ou sur le grand commerce, mais également sur le transport, puisque il faut bien livrer à domicile ou dans les points des points relais les marchandises, et donc ça crée évidemment du trafic de camionnettes ou voire de camions dans notre métropole. Et puis enfin, bien évidemment, les emplois. On a une métropole qui a encore un taux de chômage élevé, et donc on estime qu'il faut créer 45 000 emplois dans les 10 prochaines années, compte tenu de ces projections. Alors, pour cela, on a prévu de se poser un certain nombre de questions qu'on vous pose également, questions qui ont été posées à la métropole lilloise, qui ont été posées dans les communes, et je donne tout de suite la parole à Sébastien pour les poser également. Voilà. Merci, monsieur Vercamer. Donc, effectivement, on a posé un petit peu rappelé un peu les grands principes et les grands objectifs de cette révision. Maintenant, on va vous proposer un temps plutôt de questionnement collectif. Alors, quand je dis collectif, c'est vraiment collectif, puisque vous allez aussi pouvoir participer à ces questionnements. Donc, on a 3 grands types de questions qui se découpent à peu près en 7 thèmes. Et donc, vous allez voir apparaître dans le chat. Donc, je vous demande d'être vigilant, un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Vous sera posé une question qui est toujours formulée de la même façon, c'est-à-dire de donner un mot pour apporter une réponse à la thématique qui est posée. Donc, ça va être des thématiques comme l'habitat, la mobilité, la préservation de la ressource en eau. L'idée, c'est à chaque fois que on va laisser 1 minute par question. Pendant ce temps-là, on
on va continuer à dérouler la présentation. Et vous avez une minute voilà, pour donner un mot qui vous semble être le mot important par rapport à cette thématique-là. Et puis donc, on est à peu près un peu moins d'une centaine de participants. L'idée, c'est qu'à partir de ça, il y a derrière, on arrive à dégager comme ça un nuage de mots qui nous permettent de voir un peu quels sont les termes qui reviennent le plus souvent et qui sont peut-être les plus exprimés. Donc, on va présenter les questions donc à deux voix. Donc, il y aura à chaque fois donc Alice Dupont-Pérard, donc qui est la chef de projet PLU, donc qui coordonne tout le chantier du PLU pour la métropole, qui va vous présenter des éléments assez chiffrés, assez précis de diagnostic et pour objectiver les besoins. Et puis ensuite, moi, je vous développerai un petit peu les questions par thématique. Donc voilà, pour chacune des diapositives avec les chiffres, vous avez le lien pour la question. Donc pensez bien à chaque fois à retourner, vous ne pouvez pas répondre à plusieurs questions en même temps. À chaque fois qu'on va passer les diapositives, le lien changera. Voilà, et puis j'ai vu aussi qu'il y avait déjà une douzaine de questions qui sont dans le chat, donc on les met de côté bien au chaud et on y reviendra à chacune d'entre elles à la fin de la présentation. Alors, on va passer du coup sur le premier grand thème, donc autour de la première question que vous voyez ici, en politique d'habitat, de mobilité et d'urbanisme, quelles réponses coordonnées pour répondre aux besoins? Donc on va aborder, comme vous le voyez ici, la thématique de l'habitat et de la mobilité. Donc vous allez retrouver dans le chat le premier lien pour répondre à une question assez simple, comme l'a dit Sébastien. La question sur l'habitat et sur la mobilité, quelle est pour vous la priorité d'action et quel est du coup le mot-clé qui vous vient en tête et le sujet sur lequel il faut vraiment qu'on travaille. Donc le lien va apparaître et vous allez avoir du coup un certain temps pour y répondre. Donc, en parallèle, donc on va poursuivre la présentation pour un peu vous objectiver, comme on vient de le dire, les besoins en matière d'habitat et de mobilité. Alors, premier thème, du coup, l'habitat. Alors ici, avec plusieurs chiffres clés, on ne va pas forcément tous les développer, mais peut-être pour revenir sur la question du besoin en logement, Monsieur Vercamer l'a rappelé tout à l'heure, on a un besoin de 62 000 logements estimés sur 10 ans. Ce qui est important de retenir sur ces besoins, et je réinsiste là-dessus, mais c'est que c'est à la fois lié à des besoins d'accueil de nouveaux habitants, mais c'est aussi et surtout lié à des dynamiques en cours par rapport à la population actuelle. C'est-à-dire qu'on a un besoin de répondre déjà à des situations de mal-logement, des logements en mauvais état, ou alors des familles qui sont trop nombreuses dans des logements de petite taille, mais aussi de répondre à une problématique, alors qu'on appelle dans le jargon technique le desserrement des ménages, mais qui en fait est un phénomène qu'on a de moins en moins de personnes dans un logement. Et vous voyez d'ailleurs en bas à gauche le chiffre. Aujourd'hui, on a moins de 2,3 personnes par ménage. Alors c'est une virgule, c'est une moyenne, mais ça veut dire qu'aujourd'hui dans un logement, on a un peu plus de 2 personnes en moyenne. Et on sait qu'on est sur une tendance à la baisse, puisque selon les projections de l'INSEE, on arriverait d'ici 10-15 ans plutôt à 2,1 personnes par ménage. Donc on voit bien que mécaniquement et mathématiquement, on aura besoin de plus de logements, ne serait-ce que pour maintenir la population. On est donc sur ces 62 000 logements qui viendront grossir le parc de logements qui est aujourd'hui de 547 000 logements, comme vous le voyez à l'écran. Un autre point sur lequel insister par rapport aux besoins en logement, c'est la question du besoin en logement social et donc de l'enjeu de mixité sociale du parc de logement, puisque vous avez ici rappelé les demandes en instance, le nombre de demandes de logements sociaux qui rentrent. Et on avait donc au premier trimestre 2020 58 000 demandes de logements sociaux. Et on est sur un rythme, une augmentation, puisque tous les ans, cette demande augmente. Et donc, il y a un véritable enjeu de production de logement social pour pouvoir y répondre. Donc, il pose derrière, bien entendu, les questions de où construire ce logement social et des caractéristiques de ce parc. Mais ici, on s'est concentré surtout sur ce côté quantitatif, mais bien entendu, derrière se pose la question de la typologie des logements, qui est aussi un enjeu important pour répondre aux besoins de toute la population. Deuxième thématique, donc la thématique de la mobilité. On est sur une métropole donc, où on a des caractéristiques qu'on retrouve dans les autres métropoles de France, mais on est du coup sur 4,2 millions de déplacements par jour qui sont réalisés par les habitants de la MEL. Ce qui est à noter et ce qui peut nous interpeller dans les politiques publiques, c'est la question des modes de déplacement qui sont réalisés par les habitants.
et notamment comme on peut le voir sur le graphique en bas à gauche, qui représente les modes de déplacement des actifs, donc des gens qui travaillent pour aller travailler. On voit la prédominance de la voiture, donc qui arrive, comme on le voit, largement en tête, avec, comme on peut le voir entre les deux couleurs qui représentent l'évolution entre 2006 et 2016, une légère tendance à la baisse, mais la prédominance peut toujours interroger, surtout quand on voit en parallèle notamment la baisse de l'utilisation de la marche à pied, la baisse de l'utilisation des deux roues, mais on note également une petite augmentation des transports en commun. Donc l'ensemble ces constats, et notamment celui-ci sur les modes de déplacement domicile-travail, nous interrogent sur voilà, comment on accompagne les modes de déplacement, comment peut-être on encourage les modes de déplacement plus vertueux, tant d'un point de vue écologique que aussi d'un point de vue tout bêtement de fluidité de la circulation, puisqu'on le voit bien le matin, la circulation dans le cœur métropolitain est assez congestionnée. Et donc, on a notamment une offre de transport collectif à développer. Monsieur Vercamer l'a déjà cité tout à l'heure. On a des nouveaux axes de transport en commun qui sont en cours de définition, dont le tracé précis est en cours de réflexion. Et l'enjeu, c'est aussi de bien réfléchir ces futurs axes de transport avec le développement de l'urbanisme pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà, donc quelques questions. Alice en a déjà évoqué quelques-unes, quelques questions qui émergent au regard de ces constats. C'est des questions qui sont ouvertes, sur lesquelles aussi on a besoin de vos retours, que ce soit, ça peut être dans le chat. J'ai vu déjà qu'il y a quelques réactions qui s'étaient exprimées, mais ça peut être aussi des contributions qui sont mises sur le site internet ou envoyées par courrier, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est aussi des choses qu'on a besoin de construire avec vous. Donc il y a la question, alors c'est pas exhaustif, c'est nous ce qui nous semble être des questions importantes, mais il peut y en avoir d'autres aussi. La question de l'aménagement des quartiers autour des arrêts et des axes de transport en commun. Donc on a vu, là on est vraiment dans le lien entre habitat et mobilité. On voit que la question des quartiers de gare, et notamment au regard des développements qui sont prévus sur la métropole en matière de transport en commun, ces quartiers de gare vont devenir aussi des quartiers importants dans le développement de la métropole, et ils vont porter les enjeux d'aujourd'hui. Donc il va falloir les construire au regard des enjeux qu'on a eu, qu'on a aujourd'hui sur la raréfaction du foncier, sur les besoins de nature en ville, voilà, sur toutes ces questions-là. Donc il y a une vraie question autour de ces lieux spécifiques que sont les quartiers de gare. Une autre question qui nous apparaît importante, et je pense qu'elle parlera à tout le monde après les mois qu'on vient de vivre, c'est la question des services du quotidien qu'on doit trouver à moins de 15 minutes à pied de chez soi. Donc pour faire simple, c'est un rayon d'1 kilomètre autour de chez soi. Je pense que ça vous rappellera quelques souvenirs pas si lointains. Et donc on a bien vu justement pendant ces confinements les difficultés, les inégalités pouvaient poser aussi la façon dont la ville était organisée aujourd'hui, notamment la question de la proximité d'un certain nombre de fonctions dont on a besoin au quotidien. Donc voilà, on a des choses qui sont remontées, mais on a aussi besoin, nous, d'avoir des retours aussi de la population sur ces sujets-là. Un autre sujet aussi qui est un sujet très important, c'est celui de la réduction de l'artificialisation. Donc c'est-à-dire le fait d'aller moins consommer les terres naturelles et agricoles, parce qu'elles apportent aussi quelque chose à la métropole. Donc on a vu aussi pendant les questions de confinement émerger les questions ressortir des questions d'autonomie alimentaire ou de ce genre de choses. Donc la métropole est une des métropoles les plus agricoles, la métropole de Lille est une des plus agricoles de France, donc c'est aussi un atout à préserver. La question aussi, l'occasion des localisations des nouvelles zones de développement. Donc, se poser la question de pas systématiquement ouvrir un secteur à l'urbanisation parce que il y a une opportunité. Non, il faut bien se poser la question de on va ouvrir pour faire du logement, on ouvre à l'urbanisation, mais à quelles conditions? Il ne faut pas qu'on soit trop loin justement des services, des transports. Il ne faut pas qu'il y ait des impacts trop importants sur l'environnement. Donc, toutes ces questions-là qui se posent. Et puis, en corollaire à tout ça, il y a effectivement la question de la densité. Et donc, quand on parle de densité, on aime parler, nous aussi, de conditions de la densité. Faire plus dense, pourquoi pas, mais à quelles conditions? Des conditions de nature en ville, des conditions de qualité architecturale, de qualité d'espace public, de proximité des équipements. Voilà, toutes ces questions-là
où on a aussi la concertation sur le PLU. Elle est aussi pour vous entendre et avoir le retour de vous en tant qu'habitants, usagers du territoire sur ces questions-là. Donc on va passer à la deuxième grande thématique, toujours dans la même logique, donc avec toujours le lien en bas pour continuer à donner votre mot-clé sur chaque thème. Et donc là, on passe sur le thème du développement économique au sens large. Et donc, on va parler d'abord économique, entreprise, et ensuite, on parlera de la thématique commerce. Et donc, de la même manière, vous retrouverez dans le chat les liens pour répondre aux questions. Alors, sur l'économie et l'emploi, on en a déjà parlé, notamment quand tout à l'heure, M. Vercamer évoquait le besoin de développement d'emploi avec... on retrouve aujourd'hui dans les documents cadres l'ambition de créer 45 000 logements à l'échelle de la MEL. Ici, encore une fois, quelques chiffres clés pour dire qu'aujourd'hui, on a 8% du territoire en termes de surface qui est dédié aux zones économiques en tout genre. 45 000 emplois, pas 45 000 logements. Ah, emplois, pardon, excusez-moi, 45 000 emplois, oui, pas logements. Donc, on a une occupation de l'espace qui est dédiée à l'activité. On a aujourd'hui 75 000 entreprises qui sont développées sur la métropole, majoritairement des petites entreprises. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, je reviens à la question de l'implantation des activités, donc 8% du territoire qui est consacré à l'économie. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, alors on parle d'un ratio des fois à l'échelle nationale, de dire qu'on a grosso modo un tiers des activités économiques et des emplois qui sont sur les zones économiques extérieures et périphériques, qu'on a souvent en tête en se promenant sur le territoire. Mais on a 2/3 des emplois qui sont dans le tissu urbain, qui se développent comme dans le diffus, donc qui sont au milieu des zones d'habitat. Ça peut être un petit artisan implanté dans le centre-ville ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, que quand on parle des emplois, on parle aussi du tissu mixte. Et il y a cet enjeu et ce questionnement alors, de ce qu'on appelle de la mixité des usages, de pouvoir avoir aussi des emplois et de l'activité mélangée avec l'habitat. Alors, bien entendu, pas tous les types d'activités, mais c'est une vraie question. Donc la problématique pour le territoire, mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est un taux de chômage qui est plus élevé que la moyenne nationale, et donc qui pose la question du développement des emplois sur le territoire, avec la question du coup et là les enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui, de quel type d'emploi, quel type d'activité favoriser sur la métropole, ou favoriser ce développement d'activité pour permettre de répondre à ces besoins. Un dernier enjeu, quand même, pour insister sur un chiffre que vous voyez apparaître dans le tableau en haut à droite, c'est la question des friches d'activité économique. Alors, c'est un chiffre, j'ai vu aussi dans les questions, certaines personnes ont réagi sur l'ancienneté de certains chiffres. Donc, il y a des chiffres à actualiser, on en est conscient, mais qui montrent bien une dynamique, c'est qu'on a une hausse des friches d'activité économique sur le territoire et que forcément, ça pose la question de quel est l'avenir de ces friches d'activité économique. Est-ce qu'elles doivent rester activités économiques? Est-ce qu'il faut les faire muter vers un autre usage? Forcément, la réponse n'est pas la même pour tous les contextes et toutes les friches, mais c'est véritablement un problème là qu'il nous faut nous saisir. On passe maintenant à la deuxième thématique donc, de ce deuxième bloc de sujets, donc autour du sujet du commerce, avec principalement un constat donc, autour de ce chiffre de 955 000 m² de surface commerciale sur la métropole. C'est un constat d'une très forte, voire d'une surdensité de grandes surfaces à l'échelle de la métropole. On sait, et c'est en partie lié au passé des grandes entreprises commerciales dont les sièges sont encore présents sur la métropole. On a du coup une offre qui est déjà très présente, qui pose aussi ici potentiellement la question des friches, puisqu'on sait que les friches commerciales se développent, pose la question de la reconversion des grands sites commerciaux, notamment des sites comme Anglo comme Anglo, comme l'Homme. Enfin, on sait qu'on est sur des grands sites sur lesquels potentiellement demain on a des potentiels de reconversion qu'il nous faut travailler. Et donc c'est aussi face à ce contexte, à cette mutation, à la montée du commerce en ligne. Et on sait que là-dessus, la crise sanitaire a aussi notamment augmenté cette utilisation du commerce en ligne et donc potentiellement fragilisé les surfaces commerciales existantes. On est sur un enjeu de bien encadrer le développement des surfaces commerciales pour répondre aux besoins de tous, tout en ayant bien en tête les problématiques d'aménagement du territoire. Voilà, alors très rapidement, voilà quelques questions qui illustrent un peu qui nous viennent quand on voit ces éléments de diagnostic. Donc,
Il y a la question du devenir du marché du tertiaire, hein, qui est une vraie question. On a vu aussi avec le développement important du télétravail dans le cadre de l'épisode de Covid. Donc voilà, on est en train de voir si ça prend beaucoup d'importance ou pas, mais en tout cas, on pense que ça peut avoir un impact sur le marché du bureau. Question aussi, Alice l'a évoqué, hein, sur le devenir des grands centres commerciaux monofonctionnels. Quand on dit monofonctionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment les centres où on n'a que du commerce. On voit bien aussi que c'est des modèles qui sont en passe de devoir changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces sites qui sont importants en termes d'enveloppe foncière, qui sont souvent bien placés, bien desservis aussi. Donc c'est des questions, même question aussi donc plus actuelle, hein, sur comment est-ce qu'on accompagne mieux aussi le développement de l'économie circulaire. Donc il y a aussi une question dont on entend beaucoup parler depuis ces quelques mois. Et puis aussi, on voit aussi la question de la place qu'on donne aux activités industrielles, notamment les activités industrielles en ville. Donc là, on voit qu'on est sur les différents champs, hein, de l'activité. J'ai vu qu'il y avait des réactions un peu dans le chat, sur pourquoi est-ce qu'on fait de nouvelles zones d'activité, etc. Nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a besoin d'aller de façon un peu plus fine, parce qu'il y a des besoins nouveaux qui sont en train d'émerger, en tout cas des évolutions dans les besoins. Et donc, c'est ça aussi qu'on a besoin de sentir pour anticiper les bonnes réponses et les traduire derrière sur le territoire. Dernier thème. Alors, le dernier thème, donc autour des enseignements de la crise sanitaire et des enjeux de préservation du cadre de vie. Donc là, on va parler des thématiques et vous pourrez de nouveau réagir comme sur les autres sujets sur la thématique du climat, de la transition climatique, sur la thématique et sur la thématique de l'eau. Pardon. Donc voilà les sujets sur lesquels nous allons aller maintenant. Donc sur les sujets globalement de l'adaptation au changement climatique, alors ici on a choisi de zoomer sur la question de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Bien entendu, quand on parle des enjeux climatiques, on est sur quelque chose de beaucoup plus large, hein. On a ciblé ici pour amener quelques chiffres et amener le débat et pouvoir faire réagir. Ce qu'on a voulu ici mettre en lumière, donc, notamment avec le graphique de gauche, c'est la consommation d'énergie finale sur le territoire de la MEL et du coup les axes de progrès que ces types de données nous mettent en avant. Donc on voit notamment, hein, que les plus gros utilisateurs d'énergie, donc on est sur le résidentiel, c'est-à-dire tout ce qui va être les logements. Donc ça va être la question du chauffage derrière, de comment on peut améliorer la question du chauffage des logements. C'est la même question pour les bureaux, pour le tertiaire, où on voit également qu'on a une consommation importante et que c'est le même sujet qui se pose. Alors du chauffage, mais aussi de la question de l'isolation, de la performance des bâtiments. Il y a aussi eu des réactions dans le chat sur ces sujets-là, sur la question des performances, notamment des bâtiments tertiaires, et d'un objectif d'aller plus loin en termes de performance énergétique des bâtiments. On a un enjeu, alors là qui va moins relever du plus, mais sur les questions industrielles, avec une consommation qui pose la question des process industriels, de comment les améliorer. Et on a aussi une consommation d'énergie qui est forcément liée au transport, avec la question des modes de déplacement qu'on a déjà abordé tout à l'heure. Donc l'ensemble ici de ces sujets, donc on voit dans le sujet climatique, on est assez transversal. On va se poser des enjeux en termes de mode de déplacement, de performance des bâtiments, mais aussi ça nous pose la question pour le PLU de comment être ambitieux en matière de production d'énergie renouvelable. Et ce PLU, c'est aussi l'occasion, on a cité tout à l'heure, hein, donc le PCAET, le plan climat, air, énergie et territoire, de pouvoir être plus ambitieux pour permettre le développement des énergies renouvelables, mais aussi les encourager, donc que ça soit le développement du solaire, mais aussi la question du raccordement à des réseaux de chaleur existants pour pouvoir être plus performants et moins énergivores dans les développements à venir. Thème suivant, donc c'est au sujet là, de la nature en ville et de la question de l'offre d'espaces verts. Donc on est, hein, dans cette thématique sur la préservation du cadre de vie. On est sur un enjeu, on l'a dit tout à l'heure, hein, la crise sanitaire a mis en avant le besoin d'avoir de la nature en ville, d'avoir de la nature près des habitants.
Alors c'est quelque chose qui existait déjà, mais la crise sanitaire a vraiment mis ça en avant. Alors vous avez ici sur la diapo plusieurs ratios. Alors c'est des méthodes de calcul qui sont différentes. L'idée c'est pas d'aller les détailler, mais ce qu'on voit par contre, c'est que vous avez le chiffre de 51 mètres carrés de nature par habitant, qui est le chiffre de la moyenne française. Et on voit que quelle que soit la moyenne de calcul, le nombre de mètres carrés par habitant à l'échelle de la MEL est moins élevé, puisqu'on se situe soit entre 7 et 20 mètres carrés. Donc l'idée, c'est vraiment ici de se poser la question dans le PLU de comment améliorer cette offre de nature en ville à l'échelle de la métropole, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif, mais aussi comment mieux la répartir sur le territoire, puisque comme on le voit aussi dans le chiffre qui est tout en bas de la diapositive, on est sur quelque chose d'assez inégal à l'échelle du territoire, avec des habitants qui vont avoir plus ou moins accès à des espaces verts sur leur commune et à proximité de chez eux. Enfin, dernier thème, donc le sujet de l'eau et de la protection de la ressource en eau. Ici, ce qui est important de retenir, c'est ce que vous voyez sur la carte, c'est le fait que sur le territoire de la MEL, on a deux nappes principales, une nappe de la craie et une nappe de carbonifère, et on a notamment la nappe de la craie qui se situe au sud de la métropole, que vous voyez ici représentée, qui est classée captage Grenelle. Alors captage Grenelle, ça veut dire que c'est une des nappes et une des aires d'alimentation de captage qui est les plus importantes au niveau national pour alimenter le territoire. Donc, puisque la majorité de l'eau potable qu'on a vient de cette nappe et qui a un réel enjeu de la préserver, de la protéger, et qui du coup pose la question, et un véritable enjeu pour le PLU, de la préservation des terres sur ce secteur d'alimentation des aires de captage, pour éviter une urbanisation et des constructions trop importantes sur ce secteur, afin de bien permettre à l'eau de s'infiltrer et de venir recharger la nappe. Puisqu'on le voit, se pose une question de qualité de l'eau qui est filtrée, donc avec aussi des questions de pollution qui peuvent se poser, mais aussi de quantité, puisque comme on le voit avec le graphique, la demande d'eau consommée ne fait qu'augmenter, et donc se pose la question d'avoir une eau disponible, et aussi bien sûr, mais là on dépasse le sujet du plus, d'avoir une réflexion sur une optimisation de la consommation et sur une pédagogie auprès des consommateurs pour mieux consommer et consommer moins l'eau sur le territoire. Voilà, très rapidement, puisque les questions ont déjà été évoquées, puis je vois qu'il y a pas mal de questions aussi, on va laisser de la place au débat, les 4 grandes questions qui résument un peu qu'on peut se poser au regard de ces bilans, c'est voilà, la question de l'évolution des projets, du confort au quotidien et dans le cadre de vie. Ça renvoie aussi à pas mal d'éléments qui sont dans le chat, de suggestions, de questions. La question évidemment de l'accélération de la transformation énergétique, voilà, qui est un enjeu majeur pour la métropole, mais aussi bien au-delà du territoire de la métropole. La place pour la nature en ville aussi, qui est un sujet voilà, qui ressort beaucoup et qui est très important, notamment sur les questions de densité. Je voyais qu'il y avait aussi une question là-dessus, donc on pourra y revenir. Et puis évidemment la question de la protection de la ressource en eau potable, qui est une des grandes richesses de notre métropole. On a la chance d'avoir cette ressource-là, mais maintenant il faut justement la préserver et voir comment on permet quand même aux communes qui sont les gardiennes de l'eau, donc qui préservent cette eau potable, comment est-ce qu'on leur permet aussi aux habitants de se développer, d'avoir en tout cas accès à un certain nombre de besoins qu'ils peuvent avoir comme n'importe quel métropolitain. Voilà. On va peut-être passer aux questions. On va peut-être passer aux questions. Donc, pour les questions, donc je vais déjà noter une vingtaine. Je vous propose, on commence déjà par... voilà, on peut commencer par ces questions-là, et puis n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, à lever la main. Alors, vous pouvez lever la main par... je pense que c'est dans le... Hein, je vais te laisser Romain, oui, explique. Si vous m'entendez bien, pour lever la main, il vous suffit, en bas de votre écran, vous avez une icône qui mentionne un smiley. Vous cliquez dessus, il est marqué lever la main. Vous cliquez dessus et on prendra les questions par ordre d'arrivée. J'espère que c'est clair pour vous toutes et vous tous. Alors, pour répondre aux questions, on a également Sergio Horace, qui est le directeur
affaires juridiques en lien avec l'aménagement du territoire, donc qui se joint à nous, voilà, qui pourra aussi répondre aux aspects plus de procédure et plus juridiques, parce qu'il y a quelques questions qui se posent là-dedans. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Donc la première question que j'ai notée, alors il y a beaucoup dans le chat, il y a beaucoup de propositions, de remarques. Je me suis concentré plutôt sur les questions. L'ensemble, par contre, des contributions et des remarques seront analysées et puis portées au titre de la concertation. Donc, première question, c'était une question sur le rôle de la commune dans le cadre de cette révision. Donc, M. Arcamin, je vais vous laisser là. Oui, alors la commune est un élément important de la métropole lilloise. Le président Castelin a toujours indiqué que la MEL était l'intercommunalité des communes, et donc il fallait travailler, bien évidemment, en partenariat et en lien direct avec les communes. Donc la commune vient donner son avis, vient faire des propositions sur son territoire, et nous, métropole lilloise, nous prenons en compte ces propositions et nous regardons si elles sont compatibles avec les orientations définies par la métropole lilloise elle-même, c'est-à-dire si elles vont dans le même sens que les politiques publiques qui ont été débattues et votées à la métropole lilloise. Si elles ne vont pas dans le même sens, bien évidemment, on dit à la commune, pas possible de prendre en compte votre demande, puisqu'elle est contraire aux orientations que la métropole a décidées, ce qui n'empêche pas de pouvoir discuter avec la commune et éventuellement de trouver des alternatives qui soient compatibles avec la proposition, enfin avec les politiques métropolitaines. Si ces propositions sont compatibles avec les orientations métropolitaines, bien là après, ça dépend. Je veux dire, généralement on les prend, mais je prends par exemple le cas du logement. Évidemment, si le nombre de logements souhaités par l'ensemble des communes est supérieur à notre proposition, bien évidemment, on sera obligé de faire des choix. Donc après, on fait des choix. Les choix sont faits, par exemple, en fonction du transport en commun existant, en fonction de l'encadrement juridique dans lequel nous nous trouvons. Voilà, donc c'est comme ça que la commune intervient dans notre PLU. Il faut savoir que le PLU est voté à la MEL d'abord, puis après il passe dans les communes. Les communes doivent délibérer sur ce PLU et approuver ce projet de PLU. Puis après, ça revient à la MEL pour approuver définitivement le PLU une fois que toutes les procédures ont été réalisées. Voilà, en gros. Donc, en gros, on n'est pas... La MEL, la ville n'a pas un avis prépondérant, mais un avis important pour ce qui nous concerne. Alors, deuxième question que j'ai relevée, donc, quand le nouveau PADD sera-t-il finalisé et consultable? Donc, le PADD ainsi que l'ensemble du... c'est vrai qu'on n'avait pas rentré trop dans les détails, M. Vercamer a évoqué un peu tout à l'heure le calendrier. Les documents finaux sont consultables au moment de l'arrêt du PLU. Donc l'arrêt du PLU, il sera au dernier trimestre 2022. L'arrêt du PLU, ce n'est pas l'approbation définitive du PLU. C'est-à-dire qu'on travaille en concertation avec les communes, avec les habitants, etc. On génère un projet de PLU et ensuite on va arrêter par délibération ce projet de PLU. Donc, au moment de l'arrêt, l'ensemble du projet est consultable par l'ensemble du public. Et ensuite, il y a des phases de consultation, soit ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire la région, l'État, le département, voilà, il y a les personnes publiques qui ont un lien aussi avec le PLU, soit les communes aussi qui vont donner leur avis sur ce projet de PLU. Et ensuite, le projet de PLU et tous les avis seront soumis à enquête publique. Et donc là, c'est un moment où on redonne la parole au public, non plus pour exprimer ses attentes, mais pour réagir par rapport au projet qui a été fait, et notamment au regard des attentes qui avaient été exprimées au préalable. Donc voilà, donc on peut dire que ça sera plutôt fin 2022 que le projet de PADD finalisé sera consultable une fois qu'il aura été voté par le Conseil métropolitain. Alors ensuite, il y avait une question, plus une réaction. J'ai l'impression que tout est déjà décidé et que vous recherchez la caution du public. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voulez répondre aussi. C'est tout le paradoxe de la démocratie participative. Quand on ne fait pas de démocratie participative, les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'avis à donner sur le projet, et lorsqu'on en fait, ils estiment que tout est déjà bloqué et qu'ils ne peuvent pas donner leur avis.
Eh bien non. Aujourd'hui, il y a un certain nombre comment dirais-je, d'enjeux, de défis qu'on vous a expliqués et qui sont la conséquence des constats que nous avons pu faire. Mais ce n'est pas parce qu'on a décidé de construire 162 000 logements ou de créer 45 000 emplois qu'on sait où on va les faire, comment on va les faire et avec qui on va les faire. Et donc, on discute, ce sont des débats que nous avons et votre avis est tout à fait intéressant sur la manière dont vous voyez les choses. On vous a posé un certain nombre de questions. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes d'accord sur la densité? Parce que souvent, les gens sont d'accord sur la densité, sauf quand c'est à côté de chez eux. Donc voilà, dites-nous ce que vous entendez par densité, ce que vous entendez par économie de proximité, par ce que vous entendez par transport en commun, par liaison douce. Est-ce que vous êtes prêt à prendre votre vélo, dans quelles conditions? Voilà, tout ça sont des sujets qui nous intéressent parce que c'est bien évidemment vous, habitants de la métropole lilloise, qui allez y vivre et donc c'est important qu'on ait votre ressenti pour pouvoir le prendre en compte. Bien évidemment, on a un certain nombre d'enjeux sur lesquels il faut répondre. On a des gens qui n'ont pas de logement, 58 000 demandes, vous avez vu, de gens qui n'ont pas de logement, dont 35 000 pour la première demande, c'est-à-dire qui n'ont pas aujourd'hui de logements sociaux et qui en recherchent. Souvent, ce sont des enfants de famille qui vivent en cohabitation dans leur maison. Bien évidemment, on va répondre à ça, parce que ça, c'est notre responsabilité politique de le faire. Mais après, la manière de le faire, eh bien, elle est ouverte, on peut en discuter, et bien évidemment, si les idées sont intéressantes, je ne vois pas pourquoi on ne les prendrait pas. Alors, ensuite, on avait plus une réaction sur une personne qui dit que, pour ma part, le bien vivre au quotidien, c'est aussi d'avoir la possibilité de faire des aménagements nécessaires à son logement afin de favoriser le maintien à domicile, même futur. Donc, donner l'exemple de pouvoir faire construire une chambre en rez-de-chaussée. Voilà, donc donner cet exemple, donc poser indirectement donc, la question justement de l'évolutivité du logement et des questions du maintien à domicile. C'est une question qui est vraie d'ailleurs pour beaucoup de choses. La mutabilité des locaux est importante. On voit bien que sur le tertiaire, on a aussi le même problème. On a construit beaucoup de bureaux. Est-ce que le bureau va être encore utile avec le télétravail, avec la manière de travailler demain? On n'en sait rien. Et donc, il est important que ces locaux plutôt économiques puissent, par exemple, être transformés en habitat demain. Voilà. Donc, comment on le fait? Tout ça, ce sont des réflexions qu'on a aujourd'hui. C'est vrai aussi pour effectivement les personnes en situation de handicap. Elles ont un logement. Demain, elles quittent leur logement parce qu'elles vont dans un autre logement. Ce logement, il doit pouvoir être mutable dans d'autres typologies de logements. Donc tout ça, c'est effectivement des réflexions importantes que nous avons également en charge. Alors, c'est pas vraiment du PLU, c'est plus du règlement d'ailleurs, plus dans le règlement qu'on pourrait mettre ça en réflexion, de façon à recommander auprès des promoteurs de prévoir la mutabilité des logements, qui puissent être facilement reconvertis en économique, en habitat, en habitat adapté, etc. Donc ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a également mis sur la table. Oui. Alors, il y avait une question donc, sur l'Eurométropole, l'île Courtrai-Tournai. Il a demandé est-ce qu'elle participait au PLU. Ah. J'ai rencontré dans le cadre de mes entretiens avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées, l'Eurométropole. Donc j'ai rencontré les intercommunalités belges, flamandes et wallonnes qui font partie de cette Eurométropole, où on a évoqué un certain nombre de sujets qui tournaient autour de l'accessibilité, autour du commerce, de l'environnement également. Voilà. Donc il y a des sujets qui étaient de compétences métropolitaines, d'autres qui étaient plus de compétences nationales, mais eux, ils n'ont pas forcément les mêmes répartitions de compétences entre les collectivités et l'État ou les régions. Donc c'était quelquefois un peu compliqué à se comprendre, mais on a eu déjà des réunions et on a des réunions régulières avec l'Eurométropole sur des thématiques précises qui viennent compléter la réflexion pour essayer effectivement de coordonner notre PLU avec les intercommunalités belges qui sont de l'autre côté, par exemple en transport en commun ou autre chose comme ça. Alors ensuite, on a une question sur les champs captants.
donc une personne qui explique qu'on a raison de protéger ces zones, mais qui prenait un exemple contraire, donc autour de chez elle, donc à Seclin, avec des projets immobiliers qui continuent de se développer malgré le classement en champ captant. Donc, je me demandais si c'était normal et pourquoi. Ah. Les territoires en champ captant, il y a 26 communes de la métropole lilloise qui sont en champ captant, plus 11 de la communauté de communes de Pével-Carambeau qui sont dans les champs captants. Dans les champs captants, vous avez plusieurs zones. Vous avez des zones à une, comment on pourrait appeler ça, une protection très forte de l'eau parce que proche des points de captage, parce que peut-être plus perméable, j'en sais rien. Enfin, ce sont des experts qui ont fixé les différents zonages. Et il y a des zonages qui sont moins protégés parce que moins vulnérables, si je puis dire. Et donc, sur l'ensemble de cette zone, on l'avait la carte tout à l'heure, on voyait les zones plus foncées, rouge foncé, qui étaient les zones à vulnérabilité forte ou très forte, et puis les zones qui étaient plus claires en jaune, qui étaient moins fortes. Évidemment, les normes de construction et la réglementation est plus contraignante, plus la vulnérabilité est forte, on s'en doute. Mais en plus, nous sommes en train, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas, nous sommes en train de protéger l'ensemble des espaces qui ne sont des espaces agricoles ou naturels, de façon à ce qu'ils ne puissent pas être construits et de façon à garder le maximum d'espace perméable pour récupérer les eaux pluviales. Je dis, ce n'est pas encore tout à fait le cas parce qu'aujourd'hui, la protection des espaces est faite par l'État, par comment on appelle ça, un PIG, c'est un périmètre. Un projet d'intérêt général. Un projet général. d'intérêt général qui protège, mais qui n'est peut-être pas encore suffisant. Et donc, on est en train de regarder effectivement comment on va pouvoir renforcer la sécurité de nos nappes phréatiques en la matière. Donc là, je n'ai pas encore de réponse à vous donner, mais peut-être que Sergio a peut-être un peu plus d'informations sur ce sujet ou un peu plus de renseignements à vous donner sur le sujet. Déjà revenir sur les travaux du plus 2, c'est-à-dire le plus précédent, qui en l'occurrence a permis de faire un pas important en matière de protection de l'aire d'alimentation et de captage, puisque c'est de ça dont il s'agit, et en l'occurrence en fermant toutes les zones à l'extension, c'est-à-dire en ne permettant plus que le PLU continue justement à s'étendre. Donc, pour répondre à la question qui concerne la commune de Seclin, seuls les terrains qui étaient précédemment constructibles ont pu demeurer constructibles. Et là, en l'occurrence, ce que l'on a fait dans le PLU 2, c'est-à-dire le PLU qui est aujourd'hui en vigueur, c'est qu'on a mis des règles qui limitent, on va dire, l'imperméabilisation, et on s'est projeté donc dans les travaux du PLU 3 pour savoir comment on va plus loin, comment on protège encore un peu plus la ressource en eau, puisqu'on sait que c'est à peu de choses près la moitié de nos besoins en eau qui sont satisfaits par ces nappes phréatiques. Donc, ça fait partie des grands thèmes de la révision du PLU, savoir comment, avec les différents partenaires, comment, avec les différents enjeux, comment, avec les différentes contraintes, on peut protéger au mieux, on va dire, la ressource en eau. Mais on est bien d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a certains projets qui sortent. Il y a certaines agressions qui sont portées à la nappe phréatique qui font l'objet d'une attention particulière et des citoyens que vous êtes, mais aussi des personnes publiques. Et en complément de ça, il y avait une question très précise sur est-ce qu'on peut interdire l'usage de produits phytosanitaires dans les zones champ captant. Alors, on peut interdire l'usage de produits phytosanitaires, on peut interdire l'usage, en l'occurrence, de tout ce qui peut porter atteinte à la nappe phréatique, mais pas à travers les dispositions du PLU, mais à travers d'autres dispositions, ce qu'évoquait M. Vercamer, les polices qui sont portées par l'État, notamment les polices de l'environnement. Donc, c'est déjà le cas pour ce qui concerne donc, les périmètres qui sont dans le périmètre de DUP, aussi dans le périmètre de projet d'intérêt général, mais la loi ne permet pas au PLU d'intervenir sur ce champ-là. Mais pour autant, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de moyens d'intervention, si ce n'est pas le PLU, ça peut être par d'autres moyens, par la maîtrise foncière, par des conventions. Et c'est un des projets de la MEL, puisque en l'occurrence, avec le SCOT et avec le syndicat mixte et le département,
on est en train de construire un projet donc, qui s'appelle un PPAEN, qui a pour objectif donc, de protéger encore plus et au-delà des champs que couvre l'urbanisme, donc l'aire d'alimentation et de captage. Merci. Alors n'hésitez pas à lever la main pour si vous avez des questions à verbaliser. C'est aussi l'idée, c'est aussi qu'il y ait un échange, hein, même si on a un format un petit peu nouveau pour les réunions publiques. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, je poursuis avec les questions. Ensuite, on avait une question, une remarque. Donc, les bureaux poussent comme des champignons sur la métropole lilloise. Est-il prévu des mesures pour renforcer les normes HQE, donc haute qualité environnementale, pour capter et utiliser l'eau de pluie dans les bâtiments des secteurs tertiaires? Bon, je pense que Oui, alors dans le PCAET, il y a un certain nombre de mesures qui ont été proposées par la vice-présidente en charge, qui ont d'ailleurs été reprises en partie dans la modification de PLU, donc pas dans la révision qui va être applicable en 2024, mais qui va être applicable ici dès 2022. Donc un certain nombre de mesures qui sont prises en la matière. Certaines sont faites par biais de prescription, c'est-à-dire obligatoire, d'autres par biais de recommandations, parce que c'est un peu rapide et il faut quand même laisser aux constructeurs le temps de se retourner. Mais on est en train de travailler pour que dans la révision, on vienne compléter ces mesures qui ont été validées dans ce PLU2 qui va être mis en application en 2022. Alors, est-ce que pour autant, c'est du HQE, peut-être que vous avez peut-être un... Alors, il faut juste garder bien à l'esprit qu'il y a donc des dispositions qui concourent justement à l'objectif que vous évoquez, qui vont entrer en vigueur donc, au 1er janvier 2022, donc demain, et qui s'appelle la RE 2020. Donc, ça a pris un peu de retard. Donc, c'est une réglementation qui concerne donc, toutes les constructions. Donc, les règles qui vont être opposables à toutes les constructions nouvelles et toutes les constructions qui sont en rénovation d'un certain niveau de surface vont devoir respecter des règles environnementales très, très strictes et qui sont, on va dire, aujourd'hui bien au-delà de ce que vous exigez en matière de récupération d'eau pluviale, mais aussi en ce qui concerne l'isolation, en ce qui concerne, on va dire, la performance des bâtiments énergétiques. Donc, on va passer donc sur des bâtiments à énergie positive. Donc, on a vraiment, on va dire, une révolution devant nous qui se prépare et on n'en mesure pas encore complètement les incidences, mais je pense que dans un avenir assez proche, on comprendra, on va dire, ce que cette réglementation est en train de mettre en place. Alors, la diffusion qu'on vient d'avoir me fait penser à une intervention d'un des participants qui dit qu'avec toutes ces abréviations, un glossaire serait le bienvenu. Effectivement, l'urbanisme est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'abréviations. Alors, il existe un glossaire, justement, des termes d'urbanisme, voilà, notamment ceux qui sont utilisés dans le PLU. Vous pouvez le retrouver sur le site internet du PLU, donc en allant dans les documents du PLU, et vous trouverez donc le glossaire. Il y a déjà pas mal de termes, ils ne sont peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a beaucoup de termes et ils sont illustrés. Ça permet de bien comprendre les choses, ce qui est important quand on parle d'urbanisme. En tout état de cause, dans la conversation qui est la nôtre aujourd'hui, si jamais il y a un terme qui ne vous est pas familier, nos acronymes que l'on utilise parfois sans s'en rendre compte, vous n'hésitez pas à le mentionner dans le chat, on s'empressera de répondre. Alors ensuite, il y avait une question sur le pouvoir véritable des maires quand un maire n'est pas d'accord avec la métropole. Ah. Ça arrive jamais. C'est toute la discussion. On essaye de se mettre d'accord avec les maires sur les sujets parce que c'est important de travailler en bonne intelligence, quelle que soit d'ailleurs l'orientation politique du maire. Et je pense que on est là pour l'intérêt de la population et sur les politiques. Alors souvent le maire est également conseiller métropolitain et s'il ne l'est pas, c'est un de ses adjoints ou un de ses élus du conseil municipal qui l'est. Donc il y a des débats, il y a des discussions. Et généralement, on essaye de trouver un compromis entre la ville et la MEL. Après, si vraiment le désaccord persiste, ça peut arriver, eh bien, il y a ce qu'on appelle la démocratie, c'est ça. Et donc, selon la compétence, parce qu'il y a des choses qui sont de compétence communale et d'autres qui sont de compétence métropolitaine, eh bien, il y a un vote et malheureusement, la ville, le maire est mis en minorité s'il n'est pas... Si vraiment le désaccord persiste, mais c'est pas l'objectif, c'est pas l'objet, c'est pas notre volonté, pas la volonté du président Clément Castellin. L'idée, c'est essayer de trouver des accords, essayer d'essayer de bâtir ensemble une métropole avec un partenariat, quelle que soit d'ailleurs, je vous le disais, l'orientation politique des uns et des autres.
Ben, moi, j'ai un éclairage qui peut être intéressant, notamment pour le public. C'est que on disait tout à l'heure que l'urbanisme est une compétence partagée. Elle est aussi partagée entre la métropole, qui est compétente pour élaborer le document d'urbanisme dont on parle, qui est le PLU, et de l'autre côté, on a le maire qui est compétent, lui, pour délivrer les permis de construire. Et donc, en ce sens, l'urbanisme est partagé entre ces deux institutions. Alors, si vous avez compris ce que je veux dire par là, c'est que même si la métropole décidait donc d'adopter des règles d'urbanisme en forçant la volonté de la commune, je ne pense pas que le maire, en gros, serait très allant à délivrer des permis. Donc c'est pour ça que on cherche toujours des compromis, parce que c'est bien de faire une règle, c'est mieux si la règle elle est respectée et que tout le monde y adhère. Donc moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille à la métropole. J'ai rarement vu une règle d'urbanisme qui ait été adoptée alors que le maire s'y opposait, pour pas dire jamais, je l'ai vu. Donc c'est toujours un dialogue, c'est toujours une conversation, c'est toujours, on va dire, une sensibilisation, on va dire, des intérêts des uns aux intérêts des autres, et ensuite on trouve la voie médiane pour que tout le monde s'y retrouve. Alors ensuite, on a une question sur l'application du PLU. Personne qui dit avoir un PLU unique, c'est bien, le faire respecter par tous, c'est mieux. Donc, qui prend l'exemple d'une entreprise qui coule une dalle de béton de 4000 m² sans en avoir l'autorisation. Oui, donc on sait, ça rejoint ma réflexion de tout à l'heure, on sait laquelle c'est, et on sait qu'en l'occurrence, les services de l'État ont dressé un procès verbal puisque cela constitue une infraction, et on sait aussi que les services de la MEL ont dressé un procès verbal qui sera transmis au parquet. On sait aussi que la commune va se porter partie civile. On sait aussi que, en l'occurrence, c'est inacceptable. Et voilà, on est dans un état de droit. On ne peut pas prendre un marteau-piqueur et aller défoncer la dalle parce qu'on n'en a pas le droit, mais on saisit les tribunaux parce qu'on est dans un état de droit et on fait attention à ce que l'on fait. Mais on est bien entendu, on va dire, mobilisé et bien sensibilisé à la situation. Croyez-le. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. On va lui donner la parole. Peut-être qu'elle a été RPC, mais je l'ai mis. Oui. Monsieur Olivier, on vient de vous envoyer une invitation pour que vous puissiez ouvrir votre micro. Merci de l'accepter, pour que vous puissiez prendre la parole. Le micro d'Olivier maintenant ouvert. Olivier, vous avez la parole. Oui, on vous entend. Oui, allô, bonsoir. Je voulais savoir quelle était la place de la démarche de Bord de Dole dans le PLU 3 actuellement. Vous m'avez entendu ? Alors, oui, oui, tout à fait. La démarche du bord de Dole. Alors ça tombe bien parce que je suis l'élu en plus en charge de la réflexion sur le bord de Dole et qui est un projet. Alors il y en a plusieurs. Alors c'est bien, il y a plusieurs projets dans le bord de Dole. Il y a un projet qui est bien avancé, qui est celui qui couvre Saint-André, Marquette et la troisième ville. Non, c'est pas la Madeleine. Si, c'est la Madeleine. La Madeleine, donc là qui est bien avancé, qui est en train de réfléchir, où il y a une réflexion, d'ailleurs sous la coordination de la métropole lilloise sur le sujet, qui travaille sur l'avenir de ce sujet, donc de tout ce secteur. Mais ça va plus loin puisque la métropole lilloise a également un projet qui va plus large, qui est d'ailleurs qui va sur l'île et peut-être un peu plus loin d'ailleurs, qui vient de démarrer. Avec la société Euralil qui est en train de travailler sur ce secteur et qui est en train de coordonner effectivement son projet avec celui de la Madeleine, Marquette, Saint-André. Donc voilà, après, on ne va pas rentrer dans le détail de tout le projet parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être travaillées. Il y a un plan guide qui est en train d'être réfléchi par un architecte urbaniste sur le sujet, qui va faire un plan guide général du secteur. Je ne sais pas la date encore, parce que le COPIL, malheureusement, est la semaine prochaine. Enfin, la réunion est la semaine prochaine, donc je ne sais pas à quelle date il va sortir. Mais il est en train d'avancer sur cette partie-là. La Madeleine, Saint-André, Marquette, c'est en train d'avancer. Sur l'autre, ça vient de démarrer, donc je ne peux pas vous dire à quel délai ça va sortir. Et donc, bien évidemment, le projet le plan guide qui sera sorti, qui sera sûrement débattu
avec les riverains, hein, ça, après, il y a des concertations qui vont avoir lieu, sera bien sûr traduit dans le PLU 3 pour pouvoir le mettre en œuvre, hein, ça paraît évident. Et on vous met en ce moment dans le chat un lien vers le site de concertation sur Bordeaux-Deule. Voilà, si vous voulez aussi en profiter pour rebondir, n'hésitez pas. Ensuite, on avait des questions donc, sur l'enquête publique, et notamment, je pense, un point important à souligner, c'est la question de l'enquête publique qui s'est terminée le 15 octobre, qui était une enquête publique donc, sur la modification du PLU, qui n'est pas tout à fait la même procédure que celle dont on parle ce soir, qui est la révision du PLU. Donc ce sont deux procédures distinctes, mais qui ont été menées en même temps. La modification du PLU, donc effectivement, a été lancée au même moment que la révision du PLU. Mais elle se tient uniquement sur l'année 2021. Donc, effectivement, l'enquête publique s'est terminée là, le 15 octobre et la métropole doit délibérer sur l'approbation des modifications au Conseil de décembre. Donc, on est bien là sur un temps court. Donc, la modification, pour faire simple, c'est des évolutions plus mineures, on va dire, du PLU. Et sur la révision, on va être sur des sujets un peu plus importants, un peu plus impactants sur le projet de territoire. Donc, ce sont bien deux procédures distinctes. Et la concertation n'est pas à confondre non plus avec l'enquête publique. Hein. Donc la concertation, c'est bien ce qui permet d'alimenter l'élaboration du projet. Et l'enquête publique, c'est bien le fait de pouvoir réagir sur le projet qui a été arrêté par la métropole. Donc il y a bien distingué, on n'est pas sur la même procédure entre la modification du PLU et la révision du PLU. Ensuite, il y a pas mal de questions sur justement sur je voudrais savoir sur quelle base de consultation des citoyens vous arrêtez vos projets. Je pense qu'il y a pas mal de questions aussi sur la concertation. Ça pourrait être bien de refaire un point sur les modalités de concertation. Voilà, des gens notamment qui soulignent le fait qu'il n'y a pas forcément en quoi on peut s'assurer que les moyens de concertation sont bien en lien avec repris et permettre à tous les citoyens de s'exprimer. Ben, il y a un bilan de la concertation qui sera tiré donc vraisemblablement au mois de juin. Et la réglementation en France, et particulièrement en urbanisme, nous impose de mettre en évidence comment, en l'occurrence, la concertation a pu nourrir et a nourri les réflexions de l'administration qui, en l'occurrence, produit le document PLU qu'on appelle PLU et qui, en soi, est un contrat social puisqu'il doit permettre de mettre en évidence comment les intérêts publics qui sont portés, les différentes politiques qui sont portées par la personne publique vont croiser les attentes des citoyens. Et non pas que c'est les citoyens qui feront la règle, mais en tout cas, on est supposé faire la règle pour les attentes, on va dire, des administrés. Et c'est une obligation qui se traduit puisque le Conseil va délibérer et dans sa délibération qui est prévue donc au mois de juin, il fera le bilan de la concertation. Et ce que la réglementation impose, sous le contrôle du juge, c'est qu'effectivement, les modalités qui sont définies pour cette concertation soient appropriées à l'objet de la concertation, c'est-à-dire la révision d'un PLU sur 95 communes pour à peu près un peu moins d'1,5 million d'habitants. Donc aujourd'hui, malgré les circonstances très compliquées de la crise sanitaire, on essaye de tout faire pour qu'en l'occurrence, cette concertation ait la consistance qui est attendue et qui est attendue par le législateur. Donc, on a un dispositif qui est fortement numérisé de concertation. Donc, Sébastien et M. Vercamer vous ont mentionné les liens sur lesquels vous pourrez aller consulter l'ensemble des dossiers, les liens sur lesquels vous pourrez aller et contribuer pour que tout simplement on puisse se nourrir de vos attentes. Et ensuite, quand on délibérera au mois de juin, on mettra en évidence comment les attentes, on y répond ou on n'y répond pas, parce que tout simplement, elles peuvent être en dehors des objectifs qui ont été définis. Donc, encore une fois, dans les objectifs qui nous conduisent à réviser le PLU, c'est sur ces objectifs-là que vous êtes attendus, si vous voulez en l'occurrence, que votre concertation atterrisse dans le produit final. Et, pardon, juste pour rebondir, parce qu'il y a une question qui est arrivée qui est en lien avec ce qu'on est en train de se dire sur quelqu'un qui se demande comment on peut consulter les conclusions de l'enquête publique de la modification.
Donc juste pour rappeler le calendrier de cette procédure, là, nous on attend aujourd'hui, donc l'enquête publique est close, on attend les conclusions de la commission d'enquête et l'objectif est d'approuver la modification au conseil de décembre de la métropole et c'est avec cette délibération que vous pourrez retrouver le rapport du commissaire enquêteur, le PV de synthèse et la manière dont on a tenu compte et dont on a répondu aux différentes contributions. Donc c'est des éléments qui seront disponibles d'ici la fin d'année. Alors ensuite, on a une question aussi sur le pourquoi toujours centraliser les entreprises en centre-ville. Avec une remarque qui est tout s'accumule au même endroit et après on ne circule plus. La question de la circulation en lien avec la localisation des entreprises. On voyait tout à l'heure dans la diapo que, en gros, 2 tiers des entreprises étaient en milieu urbain, 1 tiers hors milieu urbain. Après, dans les entreprises, vous avez beaucoup de très petites entreprises ou de PME qui sont souvent dans le milieu urbain parce que ce sont des commerces, parce que ce sont du service, parce que ce sont des petites entreprises. Voilà. Et c'est aussi parce que dans l'entreprise, vous avez le commerce. Quand on dit il y a je ne sais plus combien, 75 000 entreprises, dedans vous avez un certain nombre d'entreprises commerciales de proximité qui sont quelquefois des sièges pour plusieurs comment dirais-je, magasins. Voilà. Et donc, voilà. Alors pourquoi on place en milieu urbain? Mais ça, c'est toujours le débat. C'est-à-dire que si on les met à l'extérieur, le matin, les heures de route sont surchargées parce que les gens vont travailler à l'extérieur de la métropole et donc forcément, ils doivent prendre leur véhicule parce que souvent, quand c'est à l'extérieur de la métropole, il n'y a pas forcément les transports en commun parce qu'on ne peut pas mettre des transports en commun sur tout le périmètre de l'extérieur de la métropole lilloise. Et donc, ça surcharge les voiries et lorsqu'on met en ville, ça a tendance à avoir du flux à l'intérieur. Donc, il faut une bonne répartition des entreprises. Et après, c'est difficile, si vous voulez, d'aller rendre obligatoire l'installation à tel ou tel endroit. Les entreprises aussi s'installent là où ils ont des clients, là où il y a du transport, là où il y a éventuellement, il y a par exemple de l'eau s'ils travaillent avec le canal. Vous voyez, donc c'est compliqué, c'est pas un sujet simple. Tout l'enjeu du plan de mobilité, c'est justement d'essayer de réfléchir à ce que les entreprises et la mobilité soient faites de manière cohérente pour éviter les engorgements du matin. Mais c'est un sujet très difficile. Toutes les métropoles de France ont le même problème. Et nous, c'est encore plus compliqué parce que généralement, une métropole, c'est une grande ville et quelques petites villes autour. Nous, c'est 3 grandes villes, voire 4 avec une Updask et plein de petites villes autour. Donc, c'est très compliqué. Mais on ne fait pas exprès de mettre les entreprises en cœur de ville, je vous le dis. Alors, comme il y a beaucoup de questions, il y a quelques questions plus pratiques pour lesquelles vous avez des réponses directement dans le chat et on va se concentrer, on va dire, sur les questions peut-être qui appellent le plus de développement. Il y a une question sur la politique de densification urbaine ne va-t-elle pas à l'encontre de la nature en ville? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question que je soulève souvent dans les réunions internes parce qu'on doit éviter l'étalement urbain et donc on doit densifier. Mais en même temps, on est une métropole qui est une des plus denses de France, il faut le savoir, après certains secteurs de la région parisienne. Et donc, vous l'avez vu tout à l'heure dans la nature en ville, on avait une moyenne entre 3 et 10 mètres carrés par habitant, alors que la moyenne nationale, c'est 51, si je me souviens bien, mètres carrés par habitant. Donc, on voit bien qu'on a beaucoup moins de nature en ville qu'ailleurs. Et donc, il y a une obligation de desserrement. C'est tout l'enjeu de ce PLU 3, de travailler pour remettre de la nature en ville, en densifiant peut-être des endroits où c'est pas assez densifié, aérer les endroits qui sont trop denses, et répondre en même temps aux besoins d'habitat et d'emploi sur le secteur. C'est un enjeu très fort et c'est tout le débat du PADD. Parce que vous avez résumé en une question, c'est un débat qui hante toutes les communes et tous les élus de la MEL actuellement pour essayer de regarder comment on peut satisfaire à cette quadrature du cercle. Une des contradictions à gérer. Pour poursuivre sur les questions, alors on avait une question tout à l'heure quand on parlait de l'aire d'alimentation des champs de captage sur la place de l'agrandissement de l'aéroport de Léquin dans le cadre là, du projet du PLU. Question sur l'agrandissement de l'aéroport de Léquin. Oui, alors il y a effectivement
un projet d'agrandissement de l'aéroport de l'Équin pour lequel le syndicat mixte du SCOT, le SCOT étant le document d'urbanisme qui est, j'allais dire, de niveau supérieur au PLU, c'est-à-dire qu'il est sur 20 ans. Le syndicat mixte du SCOT a émis un certain nombre de réserves sur cet agrandissement. Alors, enfin, si on est plus juste, on parlerait plus d'une modernisation d'un aéroport plutôt que d'un agrandissement. Ouais, mais sur l'agrandissement, on a donné des réserves, alors que sur la modernisation, on a moins de réserves. On a moins de réserves. Voilà. Enfin, si on se plonge dans le dossier, en l'occurrence de modernisation de l'aéroport, on voit qu'il y a des éléments qui sont somme toute positifs en ce qui concerne la protection donc, de la nappe, puisque c'est un peu le sujet, puisqu'il y a des dispositifs donc, qui vont être améliorés de collecte des eaux en cas d'accident ou de collecte ou de meilleure infiltration. Il y a toute une série donc, de réserves, et je vous rends la parole, donc, qui ont été exprimées par le syndicat mixte par la voix de M. Vercamer, pour que le projet, en somme, soit plus vertueux que dans la version qui a été présentée, en concertation. Notamment éviter l'étalement urbain, les parkings, faire des parkings silos plutôt que faire des étalements de parking, choses comme ça que nous avons effectivement mis des réserves. Et dans le SCOT, tout comme dans le PLU, les seuls équipements à qui l'on permet dans ce secteur donc, des extensions, ce sont les équipements publics qui sont préexistants. Parce qu'évidemment, on ne peut pas les délocaliser. Alors, il s'agit pour l'essentiel donc de l'aéroport, mais aussi de Rasanté, qui est quelque part aussi concerné par, on va dire, la préoccupation des champs captants. Donc, c'est des équipements publics et c'est les seuls que l'on permettra, on va dire, que le règlement et du SCOT et du PLU permet des extensions sous certaines conditions et évidemment sous le regard, on va dire, attentionné des administrations que nous sommes. Toujours sur l'aire d'alimentation des captages, il y a quelqu'un tout à l'heure qui réagissait sur les possibilités pour les agriculteurs et sur les possibilités de construire des agriculteurs. Ouais. C'est aussi un débat qui n'est pas si simple parce qu'effectivement, sur les champs captants, le PLU aujourd'hui limite, même interdit, je crois, la construction d'un certain nombre d'éléments et notamment des serres. Et on a tout un débat avec la Chambre d'agriculture donc, qui nous dit si vous voulez qu'on ait de l'agriculture plus bio, il faut nous permettre de mettre des serres. Donc c'est toute une réflexion qu'on a actuellement en cours avec la Chambre d'agriculture sur laquelle il faudra qu'on se penche dans le nouveau règlement de façon à autoriser quand même les équipements qui permettent de faire de l'agriculture bio. Parce que sinon, on peut leur demander de faire du bio s'ils ne peuvent pas avoir les équipements qui leur permettent de le faire. Évidemment, ce serait un peu contradictoire. Donc voilà, il faut qu'on y travaille. On est en train d'y travailler. On a déjà eu 2 réunions avec la Chambre d'agriculture. Et on aura d'autres, je suppose. Enfin, les services de la MEL travaillent en permanence avec la Chambre d'agriculture. Moi-même, j'ai eu déjà 2 réunions avec la Chambre d'agriculture. Je vais en avoir une d'ici la fin de l'année, d'ailleurs, pour travailler sur ces sujets. Alors, pour y voir plus clair, il faut juste garder à l'esprit quel est l'objectif qui est poursuivi. Si l'objectif poursuivi, c'est évidemment la protection donc, des nappes phréatiques et donc des champs captants, on ne va pas vraisemblablement autoriser un agriculteur de construire notamment une habitation ou construire, on va dire, une exploitation qui, en l'occurrence, pourrait porter une atteinte, donc, justement, aux champs captants. Donc, les exemples des serres, évidemment, aujourd'hui, le règlement, dans sa rigueur, les interdit. Donc, nous, on pense qu'il y a peut-être moyen de le faire évoluer pour que ce soit, on va dire, possible sous certaines conditions. Donc, si je réponds à la question plus précisément, certains agriculteurs ne pourront pas construire certaines constructions, d'autres constructions pourront être accueillies. Alors, il y avait une question qui n'était peut-être pas directement fléchée sur l'aire d'alimentation de captage, mais on a un lien sur une question sur les communes qui ont une obligation de construire des logements sociaux, ont une amende, mais n'ont pas la possibilité de construire. Oui, c'est un débat aussi que nous avons régulièrement avec les communes, puisque un certain nombre de communes n'ont pas forcément aujourd'hui la capacité de construire. Alors, quand on dit aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont, par exemple, pas de terrain disponible pour la construction. À voir comment on règle leurs problèmes. Mais c'est aussi parce que, par exemple, ils ont une friche industrielle classée en zone en devenir économique.
et donc ils ne peuvent pas construire de logements sociaux dessus. Et donc, dans le cadre du renouvellement urbain, de la reconstruction de la ville sur elle-même, peut-être qu'on peut trouver des solutions pour que dans le PLU 3, ces espaces économiques non utilisés puissent devenir de l'espace d'habitat. Mais tout ça, c'est au cas par cas. Je peux difficilement vous répondre d'une manière générale pour des communes qui sont tous des cas particuliers. L'idée, évidemment, c'est d'éviter qu'ils continuent à avoir des amendes, surtout s'ils ne peuvent pas construire. Donc voilà, on doit trouver des solutions. C'est à nous de voir. Alors, il y a des solutions qui sont pas forcément des solutions de construction. Hein. C'est simplement, par exemple, des logements qui passent de privé à social, ça existe. Hein. Des bailleurs sociaux qui rachètent des logements privés et qui les transforment en logements sociaux. Il y a plein de solutions pour y arriver. Il n'y a pas que de la construction. Ensuite, on a eu une série de questions de plusieurs personnes sur la possibilité d'obliger la plantation d'arbres pour les nouvelles constructions, sur la possibilité de préserver des haies ou des arbres dans le cadre du PLU, et aussi une question un peu dans le même registre sur les actions en faveur de la protection des forêts et des lacs, notamment pour les préserver et leur donner la possibilité de servir aux activités de loisirs notamment. Bon, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Donc, notre PLU, on n'a pas suffisamment de recul puisqu'on n'a pas insisté là-dessus. On a un PLU qui est entré en vigueur au mois de juin de l'année 2019 et qui, en l'occurrence, a déjà fait un grand pas, on va dire, sur tout ce qui concerne la protection et de l'environnement et du cadre de vie de façon assez générale. Alors, la crise sanitaire et le renouvellement de mandat nous a conduit à réviser très rapidement ce PLU 2009, enfin ce PLU approuvé en 2019, mais les dispositions pour protéger le cadre de vie et l'environnement de façon générale n'ont pas vocation à disparaître avec la révision actuelle, bien au contraire. On pense qu'on ira encore un peu plus loin, on l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait de nature en ville, ça fait partie des enjeux de la révision générale, mais rassurez-vous, les règles d'urbanisme d'aujourd'hui et de demain, ce sont des règles qui évidemment protègent et la biodiversité et les plantations et qui cherchent même à aller plus loin, puisqu'on parlait dans les zones urbaines denses de desserrement, de nature en ville, de qualité, on va dire, environnementale de façon générale. On a pas mal d'outils dans le PLU qui permettent de protéger les arbres. Donc, soit on peut protéger des ensembles boisés, voilà, interdire le fait de couper les arbres. On oblige aussi à planter un certain nombre d'arbres. Voilà, quand on aménage des terrains, il y a aussi des obligations de plantation qui sont prévues dans le PLU, l'obligation aussi de garder une certaine proportion du terrain en pleine terre. On a aussi des actions particulières sur notamment la végétalisation des parkings, qui sont aussi souvent des secteurs assez arides. Donc on a aussi des obligations de planter des arbres pour un arbre pour 4 places de stationnement dans les parkings au-delà d'un certain nombre de places exigées. On a des coefficients de biodiversité par surface aussi qui permettent aussi de venir dans les secteurs les plus denses où les plantations sont peut-être un peu plus difficiles à réaliser, de venir végétaliser les surfaces ou les toitures. Donc on a tout ce type de dispositifs qui permettent de développer aussi la nature en ville. Et on a un outil de protection aussi qui a été introduit par le PLU2, qui est l'inventaire du patrimoine écologique et naturel, qui là nous permet de protéger certains ensembles qui ont un intérêt écologique, patrimonial ou paysager. Donc ça peut être un arbre remarquable, ça peut être une haie, voilà. C'est des choses aussi qui peuvent être protégées et préservées par le biais du PLU. Qui le sont déjà. Voilà. On a aujourd'hui un véritable arsenal, on va dire, dans le règlement pour justement protéger et pour prendre en compte cette préoccupation qui, évidemment, dans une zone urbaine dense comme la nôtre, est bien légitime. Donc, on a des dispositions, même dans certains secteurs, qui dit quand tu abats un arbre, t'en replantes 3. Enfin, ce genre de... Vraiment, en allant vraiment loin. Mais comme toutes les règles d'urbanisme et comme tout ce qui concerne la planification, entre la règle, quand elle est prise, et l'effet, donc, pour qu'il soit visible par chacun, il faut un certain temps. Et juste pour rebondir là, sur quelqu'un qui demande où trouver l'inventaire là qu'on vient d'évoquer, c'est un des documents du PLU. Donc c'est l'IPEN, l'inventaire donc du patrimoine écologique et naturel. Donc vous pouvez retrouver la liste sur le PLU et c'est
un outil qui est... D'ailleurs, je rebondis sur une autre question qui est passée dans le chat sur est-ce que le plus 3 sera l'occasion de micro-modifications, de changement de zonage, d'inscription de nouveaux outils? C'est justement l'objectif, hein, là on évoque des outils du PLU réglementaire, l'objectif aussi de la révision, c'est de mieux les mobiliser, mieux les utiliser au bon endroit. Et donc là, quand on parle de l'inventaire, si dans le cadre de la révision, on a des nouvelles choses qu'on pourrait protéger, ben on regardera, on analysera pour voir si on peut les inscrire. Et dans le cadre de la vie du plus 3, c'est-à-dire après que le plus 3 ait été approuvé dans sa vie ultérieure, on pourra toujours revenir pour continuer à être plus précis dans les progressions, dans les protections, aller plus loin, puisqu'encore une fois, on ne l'a pas dit, une fois qu'on a un PLU, on le fait vivre. De la même façon qu'aujourd'hui, on a un plus 2 que l'on modifie pour le rendre plus pertinent sur certains événements, sur certains champs. Demain, quand on aura le plus 3, si l'on considère que certaines choses, en gros, on doit aller encore plus loin ou parfois même faire un peu marche arrière, tout à l'heure on parlait des serres que l'on interdit dans l'aire d'alimentation et de captage, on s'est dit, mais pour faire de l'agriculture bio, ce serait peut-être utile d'avoir des serres. Donc on ne s'interdit pas d'avancer, de reculer. Le plus, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui, en l'occurrence, une fois qu'il est approuvé, qu'il est adopté, en gros, on ne s'interdit pas de revenir dessus avec vous, avec les élus, pour tout simplement continuer à le faire vivre et à l'adapter. Et alors peut-être, vu l'heure, hein, on a sélectionné un peu les questions. N'hésitez pas aussi, je vois il y a eu pas mal de questions et de participation sur des cas particuliers, sur des interrogations sur des communes ou ce genre de choses. N'hésitez pas, alors on a bien pris note du chat, hein, mais si vous souhaitez aller relayer sur le registre numérique de la concertation, et je crois que d'ailleurs que le lien justement est repassé, enfin on va vous remettre le lien dans le chat, mais n'hésitez pas sur les cas particuliers à pouvoir réagir dans le cadre du registre de la concertation préalable. Et notamment donc quelqu'un qui s'interrogeait sur comment faire remonter les problématiques spécifiques. C'est vraiment l'objectif de ce registre. Et peut-être du coup une dernière question. Il y avait plusieurs interventions sur les possibilités de faire des extensions pour les maisons. Beaucoup de gens qui réagissent sur le fait d'être bloqués aujourd'hui dans les règles du PLU et sur comment faire pour débloquer les choses et pourquoi aujourd'hui on a ces règles et comment on peut faire pour les faire évoluer. Ça rejoint un peu la remarque de tout à l'heure. Le plus, c'est quelque chose de vivant. Donc les règles d'urbanisme aujourd'hui, si en l'occurrence vous considérez qu'elles ne vous permettent pas, en l'occurrence de faire certaines extensions qui de votre point de vue seraient légitimes, vous devez le faire remonter, notamment auprès du maire. Alors il faut juste comprendre un truc, c'est que on peut pas faire une règle par parcelle, on peut pas faire une règle par terrain. On fait des règles qui accompagnent des secteurs, des règles qui accompagnent surtout un projet. Donc la règle, c'est la traduction du projet. Si le maire nous dit, dans cet espace-là, je veux avoir des zones pavillonnaires, je veux avoir des zones qui soient, on va dire, où l'urbanisation est lâche et détendue, ben, la règle va répondre à ça. Si on nous dit, là, on est en centralité et on veut avoir une certaine densité, la règle y répond. Donc le problème, c'est pas la règle. Le problème, c'est quel est le projet. Donc c'est à vous de faire part, on va dire, de vos attentes à vos élus, et les élus reviendront vers nous. Nous, on sait faire ce qu'on nous demande de faire. Mais on répond encore une fois, mais M. Arcand l'a dit, quand je veux construire, je veux pouvoir m'étendre et occuper ce que je peux faire, mais quand c'est le voisin qui le fait, eh bien, tout de suite, il y a des réactions. Et nous, on doit gérer justement toutes ces contradictions. Mais le problème, en l'occurrence, il n'est pas là, c'est le projet. Dites-nous ce que vous voulez et on le fait. Et la concertation, contrairement à ce que je ne sais pas qui disait en début, il ne faut pas avoir le sentiment que le jeu est déjà fait et que tout est calé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et peut-être avant de conclure, on va redonner la parole tout à l'heure à Romain Deneuve qui était intervenu par rapport aux contributions que vous avez faites sur les petites questions qu'on vous a posées pendant la présentation. Oui, je vous remercie. Et effectivement, pour votre pleine entière information, donc vous avez pu vous exprimer sur un volume de questions tout au long de la durée de notre réunion. Et donc, juste pour vous dire que sur l'ensemble des questions qu'il vous a été possible de relever, c'est pas moins de 120 contributions que vous avez pu faire. Et donc, juste pour vous dire, concernant la thématique habitat, c'est un exemple, hein. On aurait pu en choisir un autre, mais on a fait le choix juste de vous faire part de ce qui, finalement, a été recueilli sur l'habitat, pour vous le dire oralement, afin de ne pas prendre trop de temps. Différents éléments en sont ressortis. Vous nous avez parlé de fluidité de circulation, vous nous avez parlé de logements plus spacieux, de reconstruire la ville pour
on n'a pas la fin, de l'habitation verticale, de liberté d'aménagement et de hauteur, ou encore de biodiversité, de tramway, de pistes cyclables. Donc voilà, juste pour vous rappeler que sur l'ensemble des questions, donc à savoir les 8 questions et interrogations qui vous ont été rapportées, c'est pas loin. Et voilà, vous l'avez, c'est ce que je tentais éperdument depuis tout à l'heure de vous partager. La technique est toujours à nos côtés. Juste pour vous dire, voilà, en visuel, une première appréciation des thématiques et des contributions recueillies sur donc, le volet habitat. J'en ai fini en ce qui me concerne. Merci à toutes et à tous. Merci. Sachant juste, pardon pour information, que les nuages de mots et que le bilan de ce qu'on a pu retirer de votre matière sera mis aussi en ligne dans le bilan là, de la réunion publique, donc sur le site du PLU. Dont Et on fera le bilan justement de cette séance de concertation pour que chacun puisse prendre conscience ou connaissance tout au moins de ce que sa participation a apporté au débat qui est le débat commun. Donc on y est tenu, c'est la réglementation qui l'impose et on le fait parce que tout simplement on y croit aussi. C'est un exercice intéressant de savoir en gros ce que vous attendez de nous. Très bien, écoutez, merci de cette participation. Il est 20h18, donc on a quasiment fait 2 heures de discussion, d'entretien. Enfin, en tout cas, on a essayé de répondre à vos questions. Peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions parce qu'il y a des questions qui étaient très ponctuelles et très pointues sur des cas particuliers. Et bien évidemment, on ne peut pas répondre à tous les cas particuliers parce que sinon, on va y passer non seulement la soirée, mais en plus, on n'a pas forcément connaissance du cas particulier et on risquerait de répondre à côté de la question. J'espère que ça vous a intéressé. On vous a essayé de vous brosser à la fois le calendrier de la révision, mais également le pourquoi cette révision. J'espère que vous avez pu comprendre. Vous allez donc pouvoir continuer à répondre sur le registre numérique qui est disponible sur le site plu.lillemétropole.fr. Vous ne faites pas apparaître le... On peut, c'est les éléments qu'on a donnés. D'accord, tout à l'heure. très bien. Donc vous pouvez continuer à intervenir, à faire des propositions sur cette adresse. Voilà, vous l'avez qui apparaît. Voilà, donc plu.lillemétropole.fr. Et puis il y a bien sûr d'autres réunions publiques. On en a parlé tout à l'heure, de réunions publiques qui vont avoir lieu. Alors une comme celle-ci qui aura lieu la semaine prochaine. Justement dans les secteurs des gardiennes de l'eau. Et puis après, il y aura des ateliers thématiques et des réunions plus thématiques qui vont avoir lieu fin d'année 2000 prochaine. En décembre. Décembre et janvier. Donc, vous l'aurez par le site de l'île Métropole, vous aurez les informations, ou par les communes des réunions thématiques qui auront lieu. J'espère que vous pourrez participer. Ce seront des réunions plus précises où on pourra peut-être répondre plus précisément à certaines questions que vous avez posées aujourd'hui, parce qu'on aura peut-être aussi avancé dans notre propre réflexion. On est comme vous, on se pose des questions et on essaie d'y répondre, on essaie de trouver la meilleure solution pour répondre aux problématiques de notre société. Merci à vous de votre participation et bonne soirée.